Et donc, en lisant l'argument du séminaire, je me suis dit que c'était ces travaux qui sont mes travaux les plus anciens, notamment les travaux que j'ai faits dans le cadre de ma thèse au nord du Cameroun, qui étaient les plus pertinents pour essayer de rendre compte d'une approche multiples, si on peut dire, des phénomènes agraires et des structures du culinaire, qui sont souvent des domaines qui sont abordés séparément. On fait des hypothèses quand on travaille sur l'évolution des plantes cultivées et des agrosystèmes, on fait des hypothèses très fortes sur le système alimentaire, et on n'a pas forcément les données pour le faire. Et le contraire est vrai aussi. Beaucoup de travaux d'anthropologie alimentaire sont assez rapides, en quelque sorte, sur la description des modalités agraires. Et il m'a semblé que l'argument de votre séminaire était d'essayer de voir justement comment on pouvait mettre tout ça ensemble pour mieux comprendre un certain nombre de lignes de force évolutives. Alors, ethnologue, j'essaierai de vous présenter quelques données sur les évolutions historiques, ne serait-ce que parce qu'une bonne partie des travaux que je vais vous présenter ont été collectés il y a maintenant une trentaine d'années, et beaucoup de choses ont changé dans cette région du monde depuis, mais aussi de faire des hypothèses un peu spéculatives sur des périodes plus anciennes. Alors, mon argument a été d'essayer d'exhumer des données. Donc, je suis retourné dans mes carnets pour vous, retrouver des données, essayer d'avoir des données, quelques données empiriques, c'est-à-dire pas simplement des données du discours comme les ethnologues en raffolent, mais pour les partager avec des archéologues, aussi quelques éléments matériels sur le fonctionnement quotidien de l'agriculture et du système alimentaire. Je vais vous parler d'un système que j'ai observé donc dans les années 90, et puis un peu après, j'évoquerai ça, qui est caractérisé par une espèce d'obsession de la culture des céréales. On a vraiment une plante, et on retrouve ça dans beaucoup d'agro-systèmes par le monde et dans les tropiques, où il y a une plante ou une classe de plantes qui polarise en quelque sorte le système agraire, et c'est notamment le sorgho qui est représenté sur cette photo. Une véritable obsession culturelle pour les céréales, qui sont essentielles dans l'agrosystème et essentielles aussi dans le système alimentaire. Mais ce que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est que ce surinvestissement dans un petit nombre de plantes, ici les céréales, n'empêche pas le maintien d'une grande diversité biologique. On a souvent tendance à penser que les tubercules remplacent les céréales ou vice-versa, ou que à partir du moment où on a domestiqué des plantes, qu'on les sélectionne, on a oublié tout ce qui concernait la cueillette. J'ai eu le privilège de faire l'observation d'un système où les choses sont beaucoup plus complexes, et c'est ça que je vais évoquer aujourd'hui en présentant, ça sera très descriptif, c'est peu ambitieux au point de vue théorique ce que je vais vous présenter aujourd'hui, la grande diversité des espèces qui sont entretenues et consommées. On va aller au nord du Cameroun, et on va rester dans le cadre d'une petite population, un petit groupe ethnique de montagnards du nord du Cameroun, en zone soudanienne, alors caractérisée par une seule saison des pluies. Et le point qui va être important, c'est une saisonnalité très marquée entre une saison sèche et une saison des pluies, qui va avoir un impact très très fort sur la conduite de l'agriculture, et un paysage de savanna arborée. Les gens dont je vais vous parler ont pour ethnonyme et s'appellent eux-mêmes les Doupa. Ils parlent une langue adamawa, et c'est un groupe de montagnards qui est installé anciennement dans les zones de montagne, et pas des réfugiés du XVIIIe siècle qui auraient découvert ce nouvel écosystème. Alors, j'ai mis cette diapo parce que il y a pas mal d'analogies entre le système que je vais vous présenter, celui des Doupa, et des systèmes d'agriculture intensive sur terrasse qui ont été décrites de manière très intensive par des géographes et des archéologues 250 km au nord, dans les monts Mandara. Les monts Mandara sont connus, il y a eu beaucoup de travaux, notamment des travaux de l'école française de géographie tropicale, des travaux
d'archéologie dont on ne dispose pas pour la région que je connais, et qui ont décrit ce système absolument fabuleux d'agriculture intensive, extrêmement minutieuse, qui a permis le maintien de populations avec des très fortes densités de population, plus de 100 habitants au kilomètre carré dans un certain nombre de zones et de villages de la partie centrale des Monts Mandara. Je le signale aussi parce que ça me paraissait utile, qu'il y a en plus un certain nombre de travaux de ce géographe, Christian Seigneau, qui s'est beaucoup consacré à ces zones, qui a essayé, c'est le titre de l'article qui est cité, de faire un peu un essai de reconstruction historique de l'évolution de ces systèmes. Alors, chez les Lupa, le paysage est aussi aménagé en terrasse, mais on y réalise une agriculture itinérante sur brûlé. Il y a cette espèce de paradoxe entre un système extensif dans un paysage qui, par ailleurs, est aménagé. Il y a probablement eu une phase de désintensification à la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Ce qu'on voit sur la photo, les taches blanches, ce sont des grappes de champs qui sont réparties dans la matrice de la brousse. Et si on fait un focus sur une zone, le pied de la montagne de Toba, eh bien on voit l'allure que peut avoir un champ en saison sèche, on voit la limite entre les graminées et les cannes de sorgho qui ont déjà été récoltées, et ça, c'est un élément d'une grappe de champ. Avec l'abri du champ, on passe beaucoup de temps dans les champs, notamment pendant toute la période des sarclages pendant la saison pluvieuse. Un point caractéristique qui est un point important, c'est le fait qu'un certain nombre d'arbres sont laissés en place au moment des défrichements et fournissent des produits qui sont des produits utiles. On reconnaît là notamment des baobabs, des nérés et des caïcédras, qui sont des arbres célèbres des parcs arborés de cette zone-là. Et on peut deviner sur le bas de la photo des souches. Les arbres ont été émondés, ont été coupés, mais les souches ne sont pas mortes. Et en fait, dès que le champ sera abandonné, la végétation ligneuse reprendra ses droits en assez peu de temps. En fait. Et les champs sont exploités pour des périodes de 5 à 7 ans, puis laissés en jachère. J'avais fait à l'époque des relevés très systématiques de ces champs pour montrer ces aménagements très minutieux, l'endroit où on fait passer l'eau, le réaménagement des terrasses, la gestion des arbres de différentes tailles. On a une pratique horticole extrêmement minutieuse, qu'on considère souvent caractéristique des systèmes où la culture est permanente, mais là, ce sont des cultures, c'est une culture qui est une culture temporaire. Le champ va être abandonné au bout de 8 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les arbres au bout de quelques années. Là, c'est la photo d'une même zone qui a été un champ, et on retrouve des vieux copains en quelque sorte, en plein milieu de la brousse, mais qui sont les témoins d'une zone dans laquelle il y avait une grande activité humaine et qui, à ce moment-là, 10 ans après, n'est plus fréquentée que par les singes et les esprits des ancêtres des gens qui avaient cultivé là, qui continuent de marauder autour de l'endroit où se trouvait leur ancien champ. Et ça va être, au point de vue du système foncier et au point de vue des précautions symboliques que l'on doit prendre pour pouvoir éventuellement revenir cultiver là, une dimension qui est une dimension importante. Les traces matérielles de l'occupation ont disparu, ou quasiment. Les traces symboliques de cette occupation ancienne demeurent importantes. On avait pu, en utilisant des photos aériennes anciennes et des images de différentes périodes, retrouver la position des champs aux différentes périodes. Et il s'avère que finalement, pratiquement toute la brousse, c'est des jachères d'âge ancien. Okay. On a cette dichotomie qui, au point de vue symbolique, est très forte entre la zone sous contrôle humain, le champ ou le village, et la brousse. Si on a un pas de temps d'une 50aine d'années, eh ben on se rend compte que les brousses d'aujourd'hui sont les champs d'hier, dans une très large mesure. Alors malheureusement, je n'avais pas pensé, il y a une animation ici, on avait modélisé la constitution de ces grappes de champs dans la matrice forestière
pour voir au bout de combien de temps des champs étaient réexploités. Et donc des jachères de différentes... Et on s'était intéressé aussi à la composition de ces grappes de champs, puisqu'on ne cultive pas tout seul au milieu de la brousse. Les Doupas disent, si je cultive seul au milieu de la brousse, je cultive pour les singes. En fait, il faut être suffisamment nombreux pour faire des champs contigus qui font une tâche, c'était ça les tâches de la première photo tout à l'heure, de plusieurs hectares dans lesquels il y a des gens qui, pendant la période de la durée du champ, vont avoir un fort niveau de coopération, notamment pour le gardiennage des champs, et notamment contre les primates qui sont importants. La composition de ces grappes de champs n'est que médiocrement prédite par la filiation. On n'est pas dans un système, comme on peut en trouver ailleurs en Afrique, où telle partie du terroir appartient à tel clan, par exemple, et c'est simplement les gens de ce clan qui iront là. Là, ce sont des affinités électives et c'est des arrangements beaucoup plus fluides qu'on avait essayé de modéliser. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer sur cette animation. Ce qui est important de montrer à ce stade de la présentation, c'est que c'est la réalisation de cette agriculture sur brûlis, majoritairement destinée à créer dans la matrice forestière et dans la savane des champs de céréales, qui constitue la dynamique du paysage et la fabrication de la mosaïque forestière, alors que, je le répète, dans le sol, on a des traces d'aménagement du sol en terrasse qui sont des traces anciennes et qu'on considère très souvent comme la marque de systèmes très intensifs. C'est le cas dans les Mandara, ça n'est pas le cas chez les Doupas. Alors, cette omniprésence des céréales dans le paysage, on la retrouve aussi dans l'alimentation. Et je me suis posé la question, c'est avec les céréales qu'on réalise ce qu'il est convenu d'appeler, on le retrouve souvent dans beaucoup de travaux d'anthropologie alimentaire ou de réflexion en sciences humaines sur les systèmes alimentaires et les systèmes culinaires, la notion d'aliment de base. Cette idée que les systèmes culinaires sont polarisés en quelque sorte, eux aussi, par une espèce ou un petit nombre d'espèces, le pain quotidien, la cultural superfood, disait Jelliffe, et j'avais essayé de regarder un petit peu quels étaient les critères qui permettaient de savoir ce que c'était qu'un aliment base. Et de mon expérience, et en faisant quelques lectures, c'est un premier élément qui est important, c'est que c'est l'aliment base, celui qui est fait avec l'espèce dont la production et la transformation exigent le plus d'efforts et de soins. Du riz en Asie du Sud-Est, vous avez du riz dans les rizières, vous avez du riz dans les assiettes, il y a une espèce de corrélation entre le niveau d'intensité d'énergie mise dans la production et dans la consommation. C'est l'aliment le plus fréquent et celui qui fournit l'essentiel de la ration calorique. C'est pour les nutritionnistes la définition minimale de l'aliment de base. Un point qui est un point important, c'est que c'est l'aliment qui constitue le plat principal servi lors des repas, c'est-à-dire ces épisodes de consommation alimentaire qui sont les plus structurés et les plus ritualisés et qu'on retrouve dans un grand nombre de systèmes culinaires où on peut observer ces prises alimentaires structurées et la consommation de toutes sortes d'encas qui sont moins structurée. C'est la nourriture dont le goût et la texture est la plus appréciée, la nourriture dont la charge affective est la plus forte, la nourriture aussi dont les utilisations rituelles sont les plus importantes et les plus fréquentes. Et il ne fait aucun doute que les céréales remplissent toutes ces différentes conditions dans le système agraire et le système alimentaire des Doupas dont je vous parle. On peut commencer par regarder à quel point la production des céréales monopolise l'effort et exigeant en énergie. Les nombres de journées consacrées aux céréales apparaît ici en gris clair. On retrouve des travaux nécessaires à la culture des céréales pendant toute l'année, et en particulier les deux pics qui sont représentés à partir de la fin du mois de mai, le mois de juin, juillet, août et jusqu'à septembre. Un travail
harassant de sarclage. Cultiver les céréales dans la savane, c'est sarcler. C'est gagner la compétition contre les mauvaises herbes. Et le travail de sarclage est celui qui exige le plus grand effort. Au point que quand des doupas francophones, on leur propose de traduire le terme de faire de l'agriculture ou de cultiver en doupa, ils reprennent le verbe ba, dont le premier sens est faire le premier sarclage. Il y a 3 verbes pour désigner les différents sarclages. La saison des pluies, les pluies vont commencer fin mai, c'est surtout juin-juillet, et vous allez juin, juillet, août, c'est à ce moment-là qu'il y aura des pluies. J'aurais dû le représenter effectivement sur le diagramme. Donc pour ce qui est du système de production, ces efforts très importants pour l'accompagnement de la production des céréales pendant la période de sarclage. Mais c'est intéressant simultanément de regarder quelle est la position de ces céréales dans le triangle culinaire et dans le système culinaire que j'ai représenté ici. La classification des doupas, j'avais été étonné, était très lévi-straussienne et on proposait les différentes catégories d'aliments en fonction de la manière de les faire cuire. Des choses grillées, des choses rôties, des choses crues. Et il y a 2 termes. Lama signifie, lama, je mange de la nourriture, nourriture en général. Et puis il y a des véritables nourritures. Lemza, les nourritures qui sont les plus importantes, dans lesquelles on retrouve la bière de mil, dont je vais être amené à parler, et les composants du repas, qui sont une structure duelle du repas, une boule de pâte de céréales, accompagnée d'une sauce, et on prend des morceaux de la boule qu'on trempe dans la sauce, et le repas, c'est de manière indispensable la combinaison de ces éléments. On a cette structure du culinaire qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits en Afrique. Et j'avais essayé de regarder un peu avec quelle fréquence étaient consommés ces différents types de nourriture. En fait, si on regarde en fréquence le nombre de fois où on consomme un repas, ben, ça représente à peu près un quart des consommations alimentaires. C'est plus de 40% pour la bière de mil. C'est-à-dire que si on compte le nombre de choses que des doupas mangent, 40% des cas, c'est de la bière de mil. Et on voit un rôle d'un certain nombre de collations, notamment des tubercules, qui est assez important. Beaucoup de snacks qui sont consommés et qui sont souvent des tubercules et particulièrement des ignames. Donc les nourritures principales les plus valorisées, c'est celles qui sont faites avec de la farine de céréales, indispensable pour préparer la bière de mil, très importante, pour préparer les repas, mais on ne fait pas forcément des repas tous les jours, et aussi tout un cortège de nourritures qui sont moins valorisées au point de vue symbolique, qui sont des encas, mais qui, au point de vue énergétique, jouent un rôle qui est un rôle significatif. Alors, ce rôle symbolique des céréales, on le retrouve dans le système rituel, dans le système sacrificiel. Les dons de prémices sont faits, c'est du mil qui est attaché sur un arbre à l'entrée du village, qui est la part des ancêtres et qu'il faut avoir donné avant que le commun des mortels puisse consommer le mil. Les vacas, les poteries qui sont sous le grenier, représentent les ancêtres et chaque année, on les nourrit. Et on ne les nourrit pas avec du piment ou avec des ignames, on les nourrit avec des panicules de mil. Il y a vraiment une importance très grande accordée à cette espèce. Ici, cette photo a été faite à l'occasion d'un battage où les différents hommes du lignage donnent de la nourriture sous forme de bière de mil à leurs ancêtres pour que le battage se passe bien. Le mil est considéré comme vivant et que la production soit bonne. C'est donc à la fois un sacrifice qui vise à la production et au bien-être, si l'on peut dire, du mil, et c'est un sacrifice aux ancêtres qui est fait avec de la bière de mil. Cette photo, c'est aussi une photo de partage de bière de mil. On voit les tamis, les différentes jarres, les gens qui boivent dans des calebasses. Mais cette photo n'a pas été prise à l'occasion d'un rituel. Elle a été prise à la fin d'une journée de travail collectif. On a travaillé cette journée-là dans le champ pour le sarclage du personnage qui est le plus à gauche de la photo. Et en échange de ce travail
où tous les gens sont venus cercler son champ, il offre de la bière de Mille. Ce système d'échange de bière de Mille contre du travail est un système qui est absolument essentiel du fonctionnement collectif du travail agricole chez les Lupa. Un tiers des journées de travail agricole sur une année, les relevés ont été faits en 91, est consacré à travailler non pas dans son champ, mais dans le champ des autres. La bière de Mille n'est pas un paiement véritablement pour le travail fait, il est la reconnaissance d'une dette. Tu es aujourd'hui venu travailler dans mon champ, et le jour venu où tu m'appelleras pour travailler dans ton champ, je devrais venir dans une certaine mesure. Et ces échanges de travail sont médiatisés par le partage de la bière de Mille. On se retrouve donc dans une situation où produire des céréales pour faire de la bière qui permettra de faire le travail, qui permettra de produire des céréales. Un système où les céréales jouent un rôle pivot absolument essentiel, au point de vue rituel, je l'ai évoqué, mais aussi au point de vue social. Sans bière de Mille, pas de coopération et donc une organisation ou une interprétation de ce que c'est que le travail agricole qui est ou aurait été complètement différente. Donc tout un réseau d'échanges, de travaux liés à la bière de Mille. Au point que les cultivateurs à Lupa disent qu'il faut être fort, il faut disposer de capital en sorgho pour pouvoir réaliser les travaux permettant de faire un champ de sorgho. C'était quelque chose que j'avais trouvé très remarquable au point de vue de la microsociologie, en quelque sorte, du travail agricole à l'époque où j'avais fait ces observations. On est dans une situation où cette civilisation agraire est une civilisation à bière. Parce que c'est de la même plante que l'on extrait et l'aliment de base qui est consommé sous forme solide au repas et la boisson alcoolisée, et cette dimension-là est importante, avec pratiquement les mêmes variétés et les mêmes plantes. On n'est pas dans une culture où on est une culture du céréal et une culture du vin qui seraient complémentaires. Là, c'est dans la même plante et dans les mêmes champs, et c'est peut-être une situation un petit peu différente que ces situations dans lesquelles les céréales peuvent être transformées soit sous la forme de galettes, des différentes formes qu'elle prend, et aussi sous forme de boissons fermentées. Cette photo est la photo d'un tas de mille sur le point d'être battu, et on voit bien que c'est un tas de sorgho polychromes dans lesquels sont mélangés un grand nombre de variétés différentes de sorgho. Et quand j'ai dit céréales, c'est qu'en fait, il y a plusieurs espèces. Et ce qu'on voit sur cette photo, c'est du sorgho, une photo qui a été prise en début de saison sèche, où la récolte est en train de sécher en attendant de réaliser les battages. C'est quelque chose d'important dans cette partie-là du Cameroun. C'est pas le cas partout au nord du Cameroun. Le sorgho est ensilé sous la forme de grains après avoir été battu. Il y a d'autres sociétés agraires de la même région où l'ensilage se fait en panicule complète et ça n'est qu'après avoir été ensilé que le mil et le sorgho sont battus. Il y a 3 espèces en fait, du sorgho, du mil pénicellaire et de l'éleusine. Dans un commentaire un petit peu plus précis de cette photo, on reconnaît les 3 espèces. On peut voir sur le tas du milieu des longues tiges qui ont été laissées sur les panicules. C'est les panicules qui ont été sélectionnées pour la semence de l'année suivante. Il y a une sélection très précise. On garde telle panicule pour la semence, c'est de la sélection massale, mais les paysans sont très attentifs à quelles sont les panicules qu'ils veulent dans leur semence de l'année suivante. Une autre notation ethnographique, c'est qu'on voit des morceaux de bambou ou des tiges de mil qui ont été taillés en pointe on le voit notamment sur le tas de droite. En fait, ces pointes tranchantes sont considérées comme préservant le mil des attaques de la sorcellerie. Le mil est considéré comme vivant et on le protège des sorciers comme on protège les gens des attaques de la sorcellerie. Et puis, ces tas de sorgho
polychrome, m'amène à évoquer quelque chose d'absolument spectaculaire de ce système d'agriculture et de l'importance qu'y joue le sorgho. 46 termes désignent les différentes variétés de sorgho. Et je me suis limité là aux termes qui ont été cités par plus de 3 personnes. Donc la liste serait plus importante. Et si j'avais travaillé encore dans d'autres villages, on aurait en gros une 50aine de types nommés de sorgho. Donc une science agronomique extrêmement précise qui distingue sur les différents critères, notamment de la couleur du grain, de la couleur de l'aglume, de la forme de la panicule, une grande diversité de variétés de sorgho, dont certains ont des usages spécifiques, certains sont cultivés dans les aires d'un case et sont des variétés plus précoces. Certaines de ces variétés sont considérées comme plus résistantes à la sécheresse. Les variétés blanches sont préférées par les femmes pour préparer les boules de repas. On a donc tout un univers, en quelque sorte, d'utilisation et de connaissance de cette encyclopédie horticole, en quelque sorte, orale des Dupas. Mais aussi une variété, Yatta, qui est considérée comme très ancienne, qui est considérée comme la mère de tous les mils, y compris le mil péninsulaire. Une des choses qui était intéressante, c'est qu'il y a aussi un terme, Genkia, qui désigne les sorghos qui sont moches, c'est-à-dire ceux qui ne ressemblent pas à ceux pour lesquels on a des noms. Évidemment, ça m'a beaucoup intéressé, avec tout un discours qui était que si ces sorghos Genkia étaient ressemés, ils devenaient encore plus moches, c'est-à-dire déhiscents, avec des grains tout petits, une glume qui colle au truc, qui sont inutilisables en fait. Une image, en quelque sorte, d'une dégradation de ces formes ennoblis en formes qui sont des formes sauvageoïdes, qui sont des mauvaises herbes assez agressives, dont il faut se prémunir. Et j'ai eu le privilège de travailler avec une jeune généticienne qui avait fait sa thèse en prenant au sérieux les discours des Dupas et qui a pu montrer qu'effectivement, il y a des allèles spécifiques et il y a des échanges génétiques entre ce secteur des sorghos sauvageoïdes et les types sélectionnés. Et en fait, ces sorghos qui sont moches sont des hybrides. On est dans une zone où la domestication est encore un phénomène en cours et les flux de gènes sont quotidien. Ça m'amène à évoquer que ce n'est pas la seule espèce, le sorgho, pour lesquelles il y a cette diversité, des sources de diversité génétique entre le sauvage et le domestique. C'est le cas pour plusieurs espèces de légumineuses, les pois de terre, Vigna subterranea, dans lesquelles on trouve des formes sauvages et des formes intermédiaires en sympatrie dans les mêmes zones. C'est le cas pour le niébé, où il y a au moins des sauvageoïdes, mais qui ont des caractères très primitifs. C'est le cas pour les ignames, mais plusieurs espèces d'ignames, en particulier de la Dioscorea dometorum, mais pas simplement. On en connaît des formes spontanées, toxiques, des formes sauvages et des formes qui sont des formes domestiquées, sélectionnées et utilisé. Ça m'amène à un point qui me semble être un point important. C'est que même dans un agrosystème aussi polarisé par l'importance des céréales, si on regarde de plus près les champs, c'est des assemblages multispécifiques. Et là, cette femme est en train de sarcler son champ d'arachide, dans lequel on retrouve des céréales, des légumes qui ont été semés. On retrouve donc les espèces principales, celles qui ont été sélectionnées et qui sont cultivées. On retrouve des cultures secondaires, des cultures dérobées, notamment des légumes, ici de l'oseille de Guinée. Et on retrouve un certain nombre d'espèces qui sont des espèces spontanées, mais qui ne vont pas forcément être éliminées dans les sarclages parce qu'elles fournissent des produits qui sont des produits utiles. Et au premier plan de cette photo, une igname sauvage, mais qu'on n'a pas éliminée. On lui a mis un tuteur et on verra bien si elle est bonne et si on la garde et éventuellement, elle sera transplantée. On a donc, dans une même scène, pour une même personne et dans la même heure de
de travail, des attitudes vis-à-vis des plantes qui sont dans plein de situations différentes de domestication, et c'est quelque chose de très caractéristique des agrosystèmes à cette époque-là. S'était intéressé à regarder, du coup, dans un champ qui fait à peu près 1 hectare et dont on nous dit ça c'est mon champ de céréales, combien il y a d'espèces comestibles. Si c'est les champs des femmes, il y en a presque 12. Si c'est les champs des hommes, il y en a plus de 8. Si c'est des champs où coopèrent les hommes et les femmes, il y en a plus de 20. Et espèces qui sont des espèces annuelles comestibles. Dans un champ qu'on présente vu de l'extérieur et qu'on voit comme étant un champ de céréales, un champ de sorgho. Alors 10 ans après, on a refait cette étude, notamment parce que dans les villages de la plaine qu'on avait étudiés, avait commencé à se diffuser la culture industrielle du sorgho, avec cette idée que le passage de l'agriculture de subsistance à cette agriculture industrielle, qui vient avec tout un paquet technique de culture industrielle, des intrants, la culture en ligne, des choses de ce genre, était a priori un facteur d'érosion génétique massif. Et c'est pas ce qui s'est produit dans ces 10 années-là. Et au début du XXIe siècle, dans les années 2000, il y avait plutôt plus d'espèces présentes dans les champs que quand j'avais fait ma culture. Ce qui s'est produit, en fait, c'est qu'à cette époque, les cultivateurs d'UPA ont fait des champs de sorgho en suivant le paquet technique et ont continué à faire leurs champs vivriers de la même manière que ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Peut-être pour indiquer que la diffusion de ces systèmes modernes d'intensification de l'agriculture ne sont pas forcément juste en eux-mêmes des facteurs d'érosion génétique. Il faut aussi des conditions sociologiques, si je peux dire, qui les imposent à la totalité des cultivateurs d'une localité. Je vais passer quelques diapos maintenant à discuter d'un autre élément de l'agrosystème qui sont les céréales. Très souvent, et c'est comme ça qu'on m'a fait mes cours sur les agricultures tropicales, on oppose des agricultures basées sur les céréales à des céréalicultures, comme si c'était des modalités mutuellement exclusives, en quelque sorte, de l'interprétation de l'acte agraire. Là, c'est pas le cas. Et les tubercules jouent un rôle important, même si les surfaces sont des surfaces plus petites, et on compte un grand nombre d'espèces différentes de tubercules. Un certain nombre d'entre elles se sont diffusées pendant la période coloniale, la patate douce. Le taro est probablement très ancien, mais la circulation du taro est assez mystérieuse dans ces zones-là. Le macabo, probablement pendant la période coloniale, et le manioc, un peu avant la période coloniale, mais dès le XVIIIe siècle. Mais il y a aussi des espèces qui sont des espèces anciennes de tubercules, ce qu'on appelait autrefois les coléus, qui sont des labiers, Plectranthus et Solenosteum rotundifolius, qui étaient en train de disparaître, mais pour lesquels il y a un regain d'intérêt ces dernières années. Et enfin, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, plusieurs espèces d'ignames qui sont présentes. La culture des ignames est assez différente, et des tubercules en général, est assez différente, une interprétation assez différente du rôle, de la responsabilité de l'agriculture. Autant, je le disais, pour les céréales, la responsabilité de l'humain, c'est de sarcler, c'est-à-dire d'aider les plantes cultivées à gagner la compétition contre les mauvaises herbes. C'est un peu différent pour les tubercules, où ce qui importe, c'est le travail du sol, c'est-à-dire de créer un sol suffisamment profond pour que les tubercules puissent se développer, et ce sont aussi des champs multispécifiques. Mais quand je dis des champs, c'est un peu important, c'est des parcelles de quelques dizaines de mètres carrés et pas aussi important en surface que les champs de céréales. On reconnaît ici dans un champ plusieurs espèces d'igname et du manioc qui sont cultivés sur billons dans
dans les zones de plaine. Dans les zones humides, là aussi, sur des surfaces qui sont des surfaces pas très importantes, mais des taraudières dans lesquelles on retrouve, ici on reconnaît du taro, du macabo, du solénostenum, et puis aussi du sorgho et du gombo. On a donc une multiplication dans les champs de petits jardins qui viennent se combiner les uns aux autres. Cultiver les ignames, à la différence de cultiver les céréales, c'est piocher. C'est faire un labour pour permettre aux tubercules de se développer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail de labour se tient pendant la saison sèche. Sur la gauche du diagramme, le travail pour les tubercules est représenté en noir et concurrence peu le travail nécessaire pour les céréales, qui lui est surtout essentiel pendant la période de saison des pluies. On a donc une complémentarité dans le temps, en quelque sorte, sachant que la variable rare dans ces écosystèmes de subsistance, c'est l'énergie humaine qui est disponible. Donc ce travail de piochage des champs pendant la saison sèche, qui est globalement la saison morte pour les travaux concernant les céréales. J'ai peur qu'on ne voit pas grand-chose, malheureusement, sur ce diagramme, mais un autre élément de complémentarité, c'est que les ignames vont être disponibles à la consommation alimentaire. Ça représente les différents types de consommation alimentaire. Les ignames sont représentés en noir sur le diagramme du bas, et elles vont être, c'était les 20% de collation que je vous avais présenté tout à l'heure, elles vont être disponibles alors que les céréales ne sont pas encore disponibles. On a donc une complémentarité dans le temps aussi par rapport à la possibilité de consommer ces ignames. D'une part, elles prennent du temps au moment où on n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour les céréales, mais elles vont être disponibles pendant la période de soudure, à un moment où les céréales ne sont pas encore disponibles. Et je pense que si vous réfléchissez, notamment au point de vue historique, à ces substitutions et à ces complémentarités entre les différents groupes d'espèces, cette question de la saisonnalité me semble être une question importante. Pour résumer, peu de compétition pour le temps de travail entre céréales et tubercules. Des tubercules comme SNAC qui vont être importants pendant la fin des sarclages et la période de maturation des sorgho, qui sont des sorgho à cycle long. On ne peut pas encore manger la récolte de céréales parce qu'elle n'est pas disponible, mais on peut manger des ignames tout en finissant le travail nécessaire à la surveillance et aux soins qu'exigent les céréales. Et a priori, des espèces qui sont implantées dans l'écosystème depuis très longtemps. Pas d'éléments qui nous permettent de dire que ce secteur des tubercules se serait développé au XXe siècle, etc. Il y a un certain nombre d'éléments, notamment par rapport à la terminologie, la grande diversité des clones qui sont connus, le fait qu'ils ont tous des noms en Ndupa, etc., qui fait penser à une certaine antiquité de la présence, notamment des ignames. C'est évidemment pas vrai pour le manioc qui s'est rajouté à ce cortège. Une autre catégorie de plantes qui est importante sont les légumineuses. Elles le sont notamment du point de vue nutritionnel dans des systèmes nutritionnels dans lesquels on consomme assez peu de viande. Et de ce point de vue-là, l'apport en protéines dû aux légumineuses est très, très important. Certaines de ces légumineuses sont des légumineuses africaines très anciennes. On n'est pas très loin de la zone de domestication prévue pour les pois de terre dont j'ai parlé tout à l'heure. Probablement aussi pour les niébés, les vignas. Par contre, il y a eu une grande innovation pendant le XXe siècle concernant les légumineuses. C'est la révolution de l'arachide qui a commencé un peu avant la Seconde Guerre mondiale et s'est généralisée chez les loupards. On peut regarder maintenant ces différentes catégories de plantes, quel rôle elles jouent dans le système et dans la classification des aliments. Dans les deux aliments phares et les plus appréciés, les plus importants au point de vue symbolique du système
culinaire, la bière de mil et la boule de mil qui est le pain quotidien, une espèce de polenta épaisse qu'on sert au repas. Les céréales sont absolument indispensables. Comme snack, on va retrouver des tubercules, souvent juste consommés grillés, pendant qu'on fait le gardiennage des champs, ou des légumineuses qui vont être disponibles, elles aussi, plus tôt que les céréales. Mais la plus grande sophistication culinaire, eh bien, c'est pour les sauces, dans lesquelles il y a une véritable gastronomie, avec toute une composition de différents ingrédients, des plantes mucilagineuses, le célèbre gombo africain, mais il y a d'autres espèces qui sont mucilagineuses, et ce registre du gluant est un registre important de beaucoup de gastronomie africaine, des légumineuses qui sont ajoutées aux sauces, notamment à moitié concassées, qu'on retrouve non pas dans tous les repas, mais dans un très grand nombre de repas. Les protéines animales sont extrêmement désirées, mais elles sont rares. Et un des éléments très caractéristiques des gastronomies africaines aussi, c'est les feuilles que l'on met à cuire, un peu comme des épinards. Plus de 51 espèces de feuilles sont potentiellement comestibles et consommées sous la forme de feuilles cuites. Un certain nombre de ces espèces sont des espèces sélectionnées et spécifiquement cultivées, des plantes potagères, souvent un domaine féminin, mais d'autres espèces poussent spontanément et sont protégées. D'autres espèces sont des adventices, mais dont on va tirer parti. Certaines espèces sont des espèces sauvages, et ce que j'appelle sauvages ici, c'est des espèces qui sont spontanées et qui ne poussent pas dans les espaces des champs, qu'il faut aller chercher dans des espaces qui ne sont pas sous contrôle de l'activité humaine. Donc on va avoir dans ce registre des plantes pour la sauce, qui est un domaine essentiellement féminin, un domaine aussi de créativité culinaire. On combine tel mucilage avec telle feuille, on mélange des feuilles, enfin il y a une véritable créativité de ce point de vue-là. Des espèces qu'on a semées délibérément, des amarantes, de la corette, de l'oseille de Guinée, c'est des légumes africains très classiques. Quelque chose d'assez intéressant, c'est que beaucoup d'espèces semées, mais qui sont semées, par exemple, les tarots sont semés a priori pour consommer leurs tubercules, mais leurs feuilles sont comestibles. Le manioc est consommé pour son tubercule, mais on consomment aussi leurs feuilles. C'est le cas pour plusieurs espèces de citrouilles qui sont très appétées pour la préparation des sauces. Et aussi des mauvaises, qu'on appellerait des mauvaises herbes, qui sont des herbes spontanées, et qui ne sont des mauvaises herbes que dans le mauvais sens du terme, puisque même si elles n'ont pas été semées, leur présence est bienvenue, en quelque sorte, et ce qui est important, c'est de gérer la compétition entre ces populations de plantes adventices et les principales plantes cultivées. On a donc toute une ingénierie, en quelque sorte, lors des sarclages, à limiter la compétition entre cette flore spontanée et les espèces désirées, au premier rang desquelles les céréales, mais il y en a un intérêt pour ces plantes adventices. Alors une partie des feuilles que l'on utilise aussi pour préparer les sauces viennent d'espèces d'arbres. Une partie de ces arbres qu'on a maintenus lors des défrichements dans le cadre de la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis, et elles sont intéressantes notamment pendant la saison sèche, qui est la période où on n'a plus de légumes, il n'y a pas plu depuis plusieurs mois, et c'est une période où plusieurs espèces d'arbres fournissent les feuilles qui sont presque un élément indispensable de la sauce. Ça peut être des feuilles différentes, mais on a à peu près toujours ces feuilles à cuire, ces breads, qui sont vraiment très caractéristiques de beaucoup de systèmes culinaires africains. Alors, je ne vais pas être très long, je vais essayer j'ai bien compris qu'il y avait un argument diachronique, essayer de comprendre comment tout ça évolue
dans le cadre de votre séminaire. Ça va être un peu spéculatif, mais je vais essayer de montrer quelques éléments, là, ce que j'ai présenté, et le système tel que je l'ai observé dans les toutes dernières années du XXe siècle et les premières années du XXIe siècle. Alors, commençons par la fin. Pour ces plantes potagères, un très très grand dynamisme de la composition de ces plantes. Un certain nombre de plantes d'introduction récentes, j'ai retrouvé des tomates cerises qui étaient là en train d'être séchées pour rajouter à la diversité des trucs. Certaines femmes voulaient expérimenter ça. Des espèces qui sont des espèces forestières et des amarantes qui font des énormes feuilles que les gens ont expérimenté, voir s'ils pouvaient les acclimater. Je le répète, cette polyfonctionnalité d'un certain nombre d'espèces, et peut-être c'est un point important de la description en ethnobotanique ou de l'utilisation en ethnobotanique par les archéologues, cette idée qu'à une plante correspond un usage et un seul. C'est plus compliqué que ça, y compris pour des plantes cultivées. Et les citrouilles sont importantes pour les feuilles, en particulier. Et puis toute ce cortège de plantes spontanées qui m'avait beaucoup intéressé, qui fait que la cueillette se fait à l'intérieur des champs, en quelque sorte. Créer un champ défriché dans la brousse et y semer des céréales, créer des conditions écologiques spécifiques qui vont permettre l'émergence de toutes ces catégories de plantes, on pourrait appeler plantes messicoles, mais qui sont des adventices, dont les usages, et notamment les usages alimentaires, sont connus. Et dans une certaine mesure, les adventices, ou une partie d'entre elles, sont désirées. Donc il y a une espèce d'ambiguïté qui est quelque chose d'assez différent de l'interprétation que l'on a de la présence des mauvaises herbes dans des parcelles monospécifiques. Alors, il est cité par Bahuchet, je n'ai pas retrouvé le texte original d'Auguste Chevalier, considérait que ces plantes qui sont ces plantes dans des situations intermédiaires de domestication seraient des légumes archéologiques, c'est-à-dire que ce serait pour lui des espèces qui avaient une grande importance dans les agrosystèmes et qu'on ne retrouverait là du fait de la dormance des graines, par exemple, ou de choses de ce genre. C'est une possibilité, mais ce serait de la spéculation de dire que c'est ça, parce que ce système de paraculture, si l'on peut dire, est extrêmement robuste et on peut tout à fait imaginer. Ben, oui, Celosia argentea avait été très important au 19e, qu'on le retrouve encore un peu, et que sa situation de plante spontanée serait la preuve d'une forme de déchéance, etc. C'est une manière de le voir. On peut aussi considérer que, en fait, les actions, notamment par les sarclages, maintiennent et sont une gestion qui englobe un intérêt et une attention à beaucoup d'espèces différentes qui sont dans des situations intermédiaires de domestication et qu'après tout, des systèmes de ce genre peuvent être des systèmes assez stables. Ce système-là est robuste. Je reviens un petit peu sur les légumineuses très anciennes, avec encore aujourd'hui des échanges génétiques entre secteurs, alors véritablement sauvages, et des plantes anoblies, et cette révolution de l'arachide, qui est une révolution de la période coloniale, mais l'arachide n'a pas été interprété au point de vue culinaire exactement de la même manière que les haricots et les légumineuses. Elle est devenue la pâte grasse qui est le fond de sauce principal de beaucoup des sauces. Et de ce point de vue-là, elle est utilisée comme les autres espèces, notamment les sésames ou d'autres espèces qui fournissaient les fonds de sauce. Les doupas ne produisent pas d'huile, mais malaxent des graines oléagineuses dans lesquelles ils vont ajouter les condiments et leur base condimentaire va être rajoutée aux sauces sous la forme d'une pâte. Et l'importance de ces pâtes oléagineuses est très importante dans l'élaboration culinaire, probablement très importante au point de vue nutritionnel lorsqu'elles fournissent lipides et protéines, mais au point que l'odeur de la pâte d'arachide grillée, Saint-Fifia est le parangon de la bonne odeur. Si on sent ça, c'est que le repas arrive et on a l'eau à la bouche. Ce qui est intéressant de l'histoire des
de l'adoption, alors un peu forcée pendant la période coloniale, notamment à la fin de la période coloniale, de la culture de l'arachide, et que ça a été finalement un des éléments de l'émancipation économique des femmes. Les hommes ont été extrêmement rétifs à travailler dans le champ du commandant pour faire, comme c'était le cas en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, de l'arachide, des cultures de rente. Mais les femmes, dans la mesure où c'est des cultures potagères extrêmement intéressantes au point de vue culinaire, les ont adoptées facilement. Et comme c'est aussi une culture de rente, bah, ça a été une manière pour les femmes d'accéder au cash et à une économie monétaire. Alors je reviens, c'est un peu redondant, mais sur cette idée que céréales et tubercules, souvent présentés comme différentes, relèvent dans ce cas-là d'associations qui sont des associations très anciennes. Alors pour Christian Seignobos, il l'a suggéré à propos des moments Mandara, il pense que les tubercules, notamment les ignames, pourraient avoir été encore plus importantes que les céréales à des périodes très anciennes, mais qu'on est incapable de dater. Tout ça est quand même très spéculatif. Et alors d'abord, j'ai pas toute l'érudition nécessaire pour parler des travaux d'archéologie dans ce genre, mais je pose la question de ce qui resterait comme vestige des ignames, des macro-restes de tubercules. J'arrive à comprendre un peu ce qu'on a comme vestige. Pour des tubercules, il y a sûrement plein de trucs, mais je sais pas très bien comment ça marche. Ce qui est intéressant par contre, c'est que, et c'est le cas chez les Lupa, c'est que ces tubercules, notamment les ignames, anciennes, importantes, utilisées dans le système rituel, demeurent périphériques dans le système culinaire. Elles fournissent des snacks qui sont indispensables matériellement pour l'équilibre nutritionnel, mais elles ne fournissent pas ces nourritures super valorisées consommées dans les repas. Or, il y a des cultures de l'igname en Afrique de l'Ouest où on fait une espèce de pâte avec les tubercules d'igname qui est consommée avec une sauce selon ce modèle dual du repas qu'on retrouve en Afrique. Ça n'intervient pas chez les Lupa. Les tubercules sont donc extrêmement bien intégrés au point de vue matériel, au point de vue de la société, au point de vue de la saisonnalité et au point de vue de la saisonnalité de leur consommation, mais demeurent périphériques dans la valorisation du système culinaire où l'aliment de base, c'est vraiment les différentes céréales, et c'est un système qui est socialement polarisé par les céréales via l'importance de la consommation de la bière de mil, comme je l'ai dit. Et quelles céréales? Je vais revenir un tout petit peu sur les différentes espèces. En fait, tota en Dupa, ça peut se traduire par céréales, souvent en français local, c'est traduit par mil, et c'est 3 espèces. Les sorgho, qui sont les plus visibles aujourd'hui, du mil pénincillaire, une plante africaine très ancienne, et de l'éleusyne qui est représentée sur le bas, qui fait des tout petits grains. Éleusyne et mil pénincillaire sont rituellement les plus importantes. Il y a des bières de mil qui doivent être servies à l'occasion de certains sacrifices qui ne peuvent avoir été faites qu'avec de l'éleusyne ou du mil pénincillaire, ce qui est souvent le signe d'une plus grande ancienneté dans le système. Alors les sorgho seraient venus plus tard. Quelle variété de sorgho? Et là, il faut regarder, pas simplement au niveau de l'espèce, mais se poser la question de la variété. Il y a probablement des variétés de sorgho connues, utilisées, notamment des sorgho à cycle court, cultivés dans les jardins de cases, qui sont très importants. Et puis, puisque je parle des céréales au nord du Cameroun, difficile de ne pas parler du maïs, qui est très important. Mais avant ça, je vais revenir sur les sorgho et sur l'étymologie du terme qui désigne les sorgho. Todzangna et Totmaya. Todzangna, c'est le sorgho qui permet de ramasser les bœufs. Totmaya, c'est le mil pénincillaire. Et l'étymologie populaire de Todzangna, c'est que l'apparition de ces sorgho a permis de meilleurs rendements et nous a permis d'accumuler des bœufs par capitalisation. Signe d'une plus grande postériorité
historique, excusez-moi. Mais Tozangna, c'est aussi des variétés particulières de sorgho qui sont des variétés de type guinéa à panicule lâche qui, elles, probablement, ne se sont diffusées que plus tardivement. Je voulais dire cela pour être attentif lorsqu'on réfléchit à des substitutions d'une espèce par une autre, mais quelle variété? En fait, il y a probablement des variétés très anciennes de sorgho qui sont connues et manipulées par les Lupas, et un certain nombre de variétés qui seraient des variétés plus récentes, qui sont aujourd'hui des variétés dominantes. Une datation au doigt mouillé, ce serait le XVIIIe siècle, ou quelque chose comme ça, c'est des sorgho qui viennent probablement d'Afrique de l'Ouest. Et je disais, je parlais du maïs. Le maïs est maintenant très cultivé dans une bonne partie du nord du Cameroun, dans certains villages Lupa de la plaine, et la diffusion du maïs est très largement due à la compagnie industrielle cotonnière qui, dans son paquet technique, proposait aussi le maïs cultivé avec des intrants, notamment de la fumure chimique. Il y avait, baume, c'est un terme Lupa qui est ancien, une connaissance des maïs très ancienne chez les Lupa, probablement depuis le XVIIIe ou le XIXe siècle, mais là encore comme culture de case et comme coupe-fin pour la période de soudure, parce que les cycles du maïs sont plus courts que les cycles du sorgho. Et il y a, me semble-t-il, un point, m'avait paru intéressant pour expliquer le grand succès plus récent du maïs, c'est les changements techniques dans les techniques de la mouture. Okay. La mouture des céréales, telle que j'ai pu l'observer à la fin des années 90, était avec des meules de pierre, c'est la photo du haut. Pour faire de la farine avec des maïs à grains durs, c'est la généralisation des moulins mécaniques à la fin du XXe siècle et au début du XXe siècle qui rend possible la transformation de cette céréale en farine qui permet ensuite les différentes utilisations. Alors les céréales sont, pas de doute là-dessus, la clé de voûte de l'agrosystème et l'élément de base. Mais au point de vue culinaire, le point important, c'est qu'en fait, les espèces peuvent se substituer les unes aux autres tant qu'on peut faire de la farine qui sera transformée en bière de mil ou qui sera transformée en polenta et en boule de mil. Parce que cette structure du repas entre un aliment de base préparé sous la forme de boule et la sauce qui constitue l'élément sapide du repas, le repas étant la combinaison des deux, semble, elle, avoir été extrêmement stable et probablement sur des périodes très longues. Conclure, pas très facile, juste vous rappeler l'argument de départ que cette grande polarisation sur un petit nombre de plantes que sont les céréales n'est pas exclusif d'une attention et de la manipulation d'une grande diversité biologique. Que ça soit dans les champs, que ça soit dans les consommations alimentaires, que ça soit dans les manières d'être avec les plantes, dans les attitudes avec les plantes. C'est pas parce qu'on sélectionne et qu'on cultive un certain nombre d'espèces qu'on continue pas d'en cueillir certaines, et il y a une relation en quelque sorte, et le cas de cette utilisation encore contemporaine des plantes adventices et de leur rôle absolument essentiel dans les structures du culinaire en est un témoignage important. Et je vais finir sur une note peut-être pas très drôle, c'est C3H8NO5P, c'est la formule du glyphosate qui maintenant est présente et qui maintenant commence à être utilisée, y compris dans les champs de culture vivrière et pas uniquement dans les champs de culture cotonnière et de culture industrielle. Alors je n'ai fait que quelques séjours et seulement en saison sèche ces dernières années. Il a été compliqué d'aller au nord du Cameroun pendant quelques années pour des questions de sécurité. J'y étais et là manifestement la généralisation des pesticides qui sont maintenant à bas coût produits au Nigeria va introduire une interprétation complètement différente de ce que j'ai pu observer et analyser il y a quelques années et dont je vous ai surtout parlé aujourd'hui. Mais les agricultures sont dynamiques et
il faut se préparer à ça. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais c'est ça que je voulais vous dire.